Bienvenue dans ce nouveau décryptage clinique. Aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective pour percer les mystères d'un phénomène physiologique fascinant, l'aménorrhée. C'est une véritable enquête au cœur d'un système remarquablement précis où le moindre grain de sable peut tout enrayer. On va suivre les indices laissés par le corps humain, cartographier les différentes voies médicales et essayer de comprendre pas à pas d'où viennent ces dysfonctionnements. Prêt pour l'investigation? C'est parti. Voici notre feuille de route pour cette enquête. On va d'abord définir l'aménorrhée. Ensuite, on distinguera les formes primaires et l'impubérisme. On passera en revue les outils de notre trousse de diagnostic avant de plonger dans les détails du syndrome de Turner. Et enfin, on explorera les pistes de l'aménorrhée secondaire. Première étape de notre investigation, définir exactement de quoi on parle. Concrètement, l'aménorrhée, c'est l'absence d'écoulement menstruel chez une personne en âge d'avoir ses règles. En gros, c'est le système reproducteur qui fait grève, les ovaires ne libèrent pas d'ovules. Mais l'aspect captivant de tout ça, c'est l'incroyable diversité des coupables possibles. Ça peut être un bug hormonal, une malformation de naissance, une anomalie génétique, ou même l'effet de certains médicaments. Le corps nous envoie simplement un message d'erreur pour dire que quelque part dans la chaîne de commandement, un mécanisme a lâché. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec la toute première bifurcation de notre arbre diagnostique. On sépare généralement l'aménorrhée en deux grands chemins. D'un côté, l'aménorrhée primaire, c'est quand les premières règles, la ménarche, ne sont toujours pas apparues à l'âge de 16 ans. De l'autre, l'aménorrhée secondaire. Là, c'est la rainette de cycle qui était déjà bien installée depuis 3 à 6 mois. Juste avec cette notion de temps, on a déjà notre premier indice majeur pour orienter les recherches. Passons maintenant à notre première grande branche, l'aménorrhée primaire et ce fameux impubérisme. Attention, il y a un piège classique à éviter ici. Il est crucial de ne pas confondre un simple retard pubertaire avec un véritable impubérisme. Le retard pubertaire, c'est très fréquent. Ça peut être une histoire de famille ou bien c'est lié à une maladie viscérale. On voit d'ailleurs beaucoup ça chez les grandes sportives ou les personnes très minces, tout simplement parce que le corps n'a pas assez de masse grasse pour fabriquer les œstrogènes. L'impubérisme, par contre, c'est le silence radio absolu. Aucun développement des caractères sexuels secondaires, pas de développement mammaire, pas de pilosité. Le corps n'a littéralement jamais lancé la production d'œstrogènes. Face à un impubérisme, on a un indice anatomique incroyable pour avancer, la taille de la patiente. C'est fou de se dire qu'un simple coup d'œil à la toise permet d'éliminer la moitié des suspects. Si l'absence de puberté s'accompagne d'une petite taille, notre radar s'oriente vers un anisme hypophysaire, un problème de thyroïde ou encore le syndrome de Turner. A l'inverse, si la taille est tout à fait normale, voire même grande, le coupable se cache presque toujours du côté d'un déficit hypophysaire. Alors de quels outils dispose-t-on pour résoudre ces mystères? Ouvrons la trousse du détective. Cette méthode illustre brillamment l'élégance de l'endocrinologie. On parle ici de l'âge osseux. Comment on fait? Une simple radio du poignet gauche. On compare ensuite cette image avec des clichés de référence, presque comme on comparerait des empreintes digitales. Si la maturation des os de la main est vraiment à la traîne par rapport à l'âge réel sur la carte d'identité, bingo, ça confirme le retard de croissance et ça nous aiguille tout de suite pour la suite de l'enquête. Bien sûr, pour évaluer tout ça de façon rigoureuse, on ne peut pas faire au doigt mouillé. On utilise l'échelle de Tanner. C'est la référence absolue pour coter très précisément le stade de développement pubertaire. Ensuite, on passe aux investigations internes, l'échographie pelvienne pour mesurer l'utérus et les ovaires, et évidemment, les bilans sanguins pour traquer les fameuses hormones, comme la FSH et la LH. Chaque examen vient ajouter une pièce essentielle à notre immense puzzle clinique. Faisons maintenant un arrêt sur image sur un suspect particulièrement complexe, le syndrome de Turner. Le syndrome de Turner, c'est une anomalie chromosomique majeure qui se met en place extrêmement tôt, dès le développement de l'embryon. Concrètement, ça touche exclusivement les filles, qui naissent avec l'absence partielle ou totale de l'un de leurs 2 chromosomes X. Et ce chromosome manquant déclenche une véritable cascade de conséquences, des troubles de la croissance, un impact sur le système cardiovasculaire et bien sûr un blocage complet du processus de puberté. Ce qui est vraiment fascinant quand on observe ces résultats génétiques, c'est de voir l'anomalie directement à la source. Sur un cariotype, le diagnostic est noir sur blanc. Il manque un X. Dans environ la moitié des cas, on a ce profil classique dit 45X. Effet surprenant, c'est souvent le chromosome X paternel qui s'est perdu en route. Pour les 50% restants, ce sont des mosaïques. Le corps est un mélange de cellules normales et de cellules à qui il manque un chromosome, ce qui fait que la sévérité des symptômes peut énormément varier. Cliniquement parlant, le corps laisse des indices très forts. Dès l'enfance, on peut remarquer un cou un peu palmé, un thorax large avec des mamelons très espacés. Arrivé à l'adolescence, l'impubérisme est flagrant. Mais le vrai cœur du problème se trouve dans les ovaires. C'est ce qu'on appelle une dysgénésie gonadique. En clair, les ovules ne se développent pas. Et comme les ovaires ne répondent pas, le cerveau panique et essaie de compenser en envoyant des doses massives d'hormones de stimulation. Résultat, les taux de FSH et de LH crèvent littéralement le plafond sur les bilans sanguins.
Forcément, face à un tel tableau, la prise en charge est un marathon médical multidisciplinaire. On commence souvent par la chirurgie pour réparer les malformations cardiaques associées. Ensuite, on enchaîne avec un traitement par hormones de croissance pour limiter le déficit de taille. Et pour déclencher la puberté artificiellement à l'adolescence, on doit passer par un traitement œstrogénique substitutif. Sans oublier qu'il faut garder un œil grand ouvert toute la vie, avec des évaluations régulières, pour dépister des maladies secondaires qui adorent s'inviter, comme l'hypertension, le diabète ou la maladie cœliaque. Reprenons maintenant notre chemin et explorons notre deuxième grande piste diagnostique, l'aménorrhée secondaire. Là, le scénario est différent. La machine marchait très bien et soudain, arrêt complet. Et dans notre enquête, le chronomètre est une donnée essentielle. Le diagnostic tombe si les règles disparaissent pendant plus de 3 mois chez quelqu'un qui était bien réglé ou plus de 6 mois si les cycles étaient irréguliers. Bon, petite parenthèse évidente mais vitale. Le tout premier réflexe avant de lancer la cavalerie des examens, c'est bien sûr d'éliminer formellement la piste de la grossesse ou de l'allaitement. Donc, le point crucial, c'est de comprendre ce qui a provoqué ce coup de frein brutal. L'un des diagnostics majeurs ici, c'est l'insuffisance ovarienne prématurée. On parle d'ovaires qui s'épuisent avant l'âge de 40 ans, avec une FSH qui s'envole au-dessus de 25 unités par litre. Et là, c'est complètement vertigineux. Dans plus de 80% des cas, le coupable court toujours. C'est purement idiopathique. On n'arrive pas à en trouver la cause. Pour la petite minorité restante, ça peut être iatrogène à cause de traitements lourds comme la chimio, liés à des problèmes auto-immunes ou dus à des mutations génétiques très spécifiques. Pour clore notre enquête, il faut absolument prendre du recul. Qu'on ait affaire à un impubérisme primaire ou à une insuffisance ovarienne soudaine, le dénominateur commun, c'est le manque critique d'œstrogène. Et ça, ce n'est pas juste un problème de reproduction, c'est un véritable séisme pour tout le corps. Alors, on se quitte sur cette réflexion. Face à cette carence qui abîme silencieusement le squelette et le système cardiovasculaire au fil des décennies, comment la médecine peut-elle anticiper et gérer ses conséquences à long terme? Les enjeux sont immenses. Merci d'avoir suivi cette investigation médicale et à très vite pour un prochain décryptage.